Alors, je voudrais vous raconter l'histoire de la philosophie, pas toute, bien sûr, puisque ce serait déraisonnable et trop long, mais ce que j'aimerais vous raconter dans cette histoire de la philosophie, c'est ce qu'elle a à mes yeux de plus admirable, de plus passionnant, comme on dit, ce qu'on emporterait sur l'île déserte. Et peut-être pour le formuler encore autrement, ce que j'aimerais raconter à mes enfants ou à des amis, et en espérant d'ailleurs que parmi ces amis, il y en a que je ne connais pas encore. Alors je sais que parmi ceux qui écoutent cet enregistrement, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de la philosophie, qui n'ont jamais étudié la philosophie, qui ne savent peut-être même pas ce qu'est la philosophie, et je voudrais les rassurer et leur dire que c'est d'abord et avant tout à eux que je m'adresse, même si j'ai évidemment aussi l'espoir que ceux qui sont familiers de la pensée philosophique, qui connaissent l'histoire de la philosophie, trouveront quelque chose à retirer de ces propos et peut-être à alimenter leur propre réflexion. Et c'est pourquoi je voudrais commencer par un sujet qui est très classique, mais qui est très, très difficile et qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de réflexion, qui est tout simplement la définition de la philosophie. Quand vous ouvrez aujourd'hui un manuel de philosophie, quand vous regardez les livres qui sont destinés à initier à la philosophie ou à introduire à la philosophie, la plupart du temps, on vous explique que la philosophie, c'est la réflexion critique. Il y a beaucoup de parents qui me disent j'aimerais bien que ma fille ou mon fils entre rapidement en classe de terminale pour faire de la philosophie parce que ça lui mettra quelque chose dans la tête, parce que c'est une méthode de pensée, c'est une méthode d'argumentation. Et donc on a cette idée, pour l'essentiel, surtout en France d'ailleurs, que la philosophie c'est l'apprentissage de la réflexion critique, l'apprentissage de l'argumentation, et que l'idéal de la philosophie, ce serait de parvenir à penser par soi-même, comme on dit. Et dans la classe de terminale, en France, il y a cette idée, historiquement c'est comme ça que la classe de terminale a été instituée, que l'apprentissage de la philosophie précède l'exercice de la citoyenneté, que pour parvenir à être un bon citoyen et être en état de voter, par exemple, de participer à des élections, eh bien, il faut avoir un minimum d'autonomie intellectuelle, être capable de penser par soi-même suffisamment pour être un bon citoyen. Et voilà pourquoi, dans la tradition française, la classe de philosophie est une classe importante, c'est la classe de terminale, c'est la classe qui prépare l'entrée dans l'âge adulte. Alors, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est que, en vérité, c'est peut-être dommage, mais je crois que c'est comme ça, la philosophie n'a aucun rapport, je dis bien aucun rapport, avec ces définitions classiques dans la classe de terminale, de la réflexion critique, de l'argumentation, de l'apprentissage du penser par soi-même. La philosophie n'a pratiquement rien à voir avec ça. D'ailleurs, on le comprend, à mon avis, assez aisément, intuitivement, parce qu'on voit bien que tout le monde réfléchit. Tout le monde argumente, même les politiques argumentent, même les journalistes argumentent, évidemment les biologistes, les mathématiciens, les écrivains, les artistes, tout le monde réfléchit, comme tout le monde dit, pour parler comme Woody Allen, tout le monde dit I love you. Il n'y a pas là quelque chose qui est spécifique à la philosophie, mais au contraire une espèce d'activité humaine générale qui ne définit ni le philosophe, ni la philosophie en particulier. Pour moi, et je vais le dire très simplement, puis je vais essayer de l'expliquer après, pas s'effrayer de la formule qui est un peu sèche, les grandes philosophies sont des grandes doctrines du salut sans Dieu. C'est ça la différence avec les grandes religions, et c'est cette idée que j'aurais commencé par essayer d'expliquer. Donc l'idée que les grandes philosophies sont des doctrines du salut sans Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, doctrine du salut sans Dieu? Quand vous ouvrez un dictionnaire au mot salut, ce que vous voyez immédiatement, c'est que le salut se définit comme le fait d'être sauvé d'un grand danger ou d'un grand malheur. Le fait d'être sauvé d'un grand danger ou d'un grand malheur, de quel danger ou de quel malheur s'agit-il? Eh bien, pour les premiers philosophes dans l'Antiquité grecque, il s'agit des peurs qui pèsent sur la vie humaine et qui empêchent de bien vivre. Comme les grands croyants, comme les psychanalystes aujourd'hui, les grands philosophes avaient l'idée qu'on ne pouvait pas parvenir à bien vivre, à aimer, à être généreux, à être libre, si on n'avait pas surmonté les peurs, si on n'était pas sauvé en quelque façon des peurs. Et vous savez que le mot salut, étymologiquement, ça veut dire sauver. Et donc l'idée qui préside à la naissance de la philosophie en grec, c'est l'idée qu'on va pouvoir
se sauver des peurs qui nous empêchent de bien vivre et parvenir ainsi à la vie bonne grâce à l'exercice de la philosophie. Alors, avant de revenir peut-être à la différence qui est très importante avec les grandes religions et qui permet de bien saisir ce que c'est que la philosophie, je voudrais dire un petit mot sur les peurs qui nous empêchent de bien vivre. Et vous trouvez cette idée aussi bien par exemple dans la tradition des stoïciens, d'Épictète, que dans la tradition des épicuriens, par exemple chez Lucrèce, dans le grand livre, le grand poème de Lucrèce qui s'appelle De la nature des choses. Tous deux, bien que ce soit des traditions philosophiques très différentes, que ce soit Épictète ou que ce soit Lucrèce, disent il faut bien avoir l'idée, disent ça à leurs disciples. Il faut bien avoir l'idée que tant qu'on n'a pas réussi à surmonter, à vaincre ses peurs, à se sauver, j'emploie ce terme sauver pour faire référence à l'idée de salut volontairement, tant qu'on n'a pas réussi à surmonter ses peurs, donc on ne peut pas parvenir à bien vivre. Et il y a 4 grandes peurs dans la vie humaine. Il y a les peurs qui sont liées à des dangers réels. La peur qu'on a par exemple face à un accident ou face à un attentat, face à un danger qui existe bien, qui est identifiable. Et puis il y a des peurs, alors ça c'est le plus simple, c'est les peurs physiques, si je puis dire. Et puis il y a des peurs qui sont plus compliquées, il y a des peurs qui sont d'origine sociale. Les peurs sociales, c'est par exemple le sentiment de, de malaise qu'on éprouve quand on est dans une situation sociale un peu difficile, quand on rencontre par exemple des gens qui sont socialement supérieurs à vous, perçus comme tels, qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et puis qu'on est, comme on dit, embarrassé, qu'on est mal à l'aise, qu'on ne sait pas bien faire les présentations dans un dîner, ou qu'on rougit, ou qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut dire, qu'on commet un lapsus et qu'on se sent un peu ridicule, et puis après on se réveille la nuit en se disant « Mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça ». Et donc là, on fait l'épreuve de cette violence symbolique, comme disent les sociologues, de cette pression sociale qui s'exerce sur nous et qui peut engendrer des peurs, donc d'origine, je dirais, sociologique ou sociale. Et puis il y a évidemment aussi des peurs, c'est le 3e type de peur, d'origine psychique. Et là, on les connaît aussi dans la vie quotidienne. Il y a des peurs d'origine psychique. Par exemple, il y a des gens qui voient apparaître en eux l'angoisse quand ils n'accomplissent pas les rituels qu'il faut accomplir pour pourchasser cette naissance de l'angoisse. Par exemple, tout le monde ou presque a cette expérience d'avoir essayé sur les pavés ou sur un carrelage d'éviter de marcher sur les traits en se disant si j'évite le trait, soit je vais gagner à la loterie nationale, soit j'aurai pas le cancer ou n'importe quoi d'idiot. Et c'est les petits paris qu'on fait avec soi-même. Hein. Ceux qui ont lu Gide et les caves du Vatican se souviennent de ces paris avec soi-même. Ou par exemple, quand on se réveille la nuit en se disant « Mon Dieu, est-ce que j'ai fermé le gaz ou est-ce que j'ai bien fermé la porte du garage ?» Et puis on va vérifier 1 fois, et puis 2 fois, et puis 3 fois. Et tant qu'on n'a pas vérifié et même survérifié, l'angoisse apparaît quand le rituel n'est pas accompli. Ou il y a d'autres peurs qui sont encore, je dirais peut-être plus communes, c'est ce que les psychanalystes appellent les phobies. La première phobie, c'est la peur du noir, c'est la peur que presque tous les petits-enfants éprouvent quand on les enferme dans le noir. Les psychanalystes interprètent ça comme la peur d'être séparés des parents, mais ces petites peurs qu'on appelle les phobies, et dont la première est la peur du noir, elles peuvent aussi se cristalliser, comme on dit, ou se projeter sur toute une série d'objets particuliers. On a peur des algues au fond de la mer, ou on a peur de tel insecte ou de tel animal, des souris ou des serpents, ou on a peur des ascenseurs. L'avantage de ces phobies, ça aussi Freud l'explique très bien, c'est qu'on peut les contourner. Par exemple, quand on a peur de l'ascenseur, on peut prendre l'escalier. Quand on a peur de l'avion, on peut prendre le train. Et dans une certaine mesure, les phobies sont des petits mécanismes de défense qui permettent de localiser l'angoisse sur des objets particuliers qu'on peut après dans la vie aisément contourner, ce qui fait qu'on peut très bien vivre avec ces phobies. Et puis il y a une peur, celle qui à mon avis, et de l'avis des grands philosophes de l'Antiquité déjà, commande toutes les autres peurs, qui est la peur de la mort. La peur de la mort, par exemple Lucrèce, que j'évoquais tout à l'heure, donc la tradition des épicuriens, des atomistes, cette grande tradition grecque et puis romaine, latine, il écrit ceci au début de son poème que j'évoquais tout à l'heure, donc le poème intitulé De la nature des choses. Il faut avant tout chasser et détruire cette crainte de l'Achéron. L'Achéron, c'est le fleuve des enfers, c'est celui qui nous fait entrer dans la mort, qui, pénétrant jusqu'au fond de notre être, empoisonne la vie humaine, colore toute chose de la noirceur de la mort et ne laisse subsister aucun plaisir limpide et pur. Il y a cette idée donc que la peur de la mort corrompt tous les plaisirs de la vie, qu'elle nous empêche, comme je disais tout à l'heure, d'aimer, d'être généreux, d'être libre et par conséquent d'accéder à la vie bonne. Épictète dit exactement la même chose et c'est intéressant parce que c'est l'autre grande tradition de la philosophie grecque, j'y reviendrai tout à l'heure,
As-tu bien, dit-il à son disciple, as-tu bien dans l'esprit que le principe de tous les maux, MAUX évidemment, tous les malheurs pour l'homme, de la bassesse et de la lâcheté, c'est la crainte de la mort. Exerce-toi contre elle, qu'à cela tendent toutes tes paroles, toutes tes études, toutes tes lectures, et tu sauras que c'est le seul moyen pour les hommes de devenir libres. Et là, on voit bien à quel point Épictète met vraiment la peur de la mort et le projet de se sauver de cette peur au cœur de l'interrogation philosophique. C'est de là que ça part. Et je voudrais faire, pour planter encore le décor, et puis que ceux qui ne connaissent ni Lucrèce ni Épictète ne s'inquiètent pas, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est juste pour indiquer qu'au départ de la philosophie, il y a cette problématique comment surmonter la peur, eh bien, il faut faire encore deux petites remarques, je crois, pour avoir un peu le décor, le paysage dans lequel cette pensée philosophique en Grèce va se développer, puis après parcourir toute l'histoire occidentale, mais on verra pas seulement occidentale, évidemment, il y a aussi d'autres traditions qui ont affronté cette même question. Je crois qu'il faut faire deux petites remarques qui permettent de bien comprendre d'où va partir la philosophie et pourquoi elle se concentre d'abord sur cette idée qu'il faut vaincre la peur de la mort. La première remarque, c'est que la peur de la mort, c'est pas simplement la peur de la fin de la vie. Autrement dit, la mort, c'est pas simplement la fin de l'existence biologique. C'est pas le fait qu'un jour nous mourrons, évidemment, ce que nous savons, ce que les philosophes appellent la finitude, le fait qu'on est fini dans le temps et dans l'espace. Il y a quelque chose de plus profond dans cette façon de concevoir la mort que va mettre en place dès l'origine la philosophie, c'est l'idée que la mort, c'est aussi une expérience à l'intérieur même de la vie, et même à l'intérieur de la vie la plus vivante. Je veux dire par là que la mort, c'est tout ce qui relève de l'irréversible. Tout ce qui relève de l'ordre du plus jamais. Vous savez, il y a un très beau poème d'Edgar Poe qui s'appelle Le Corbeau. Et dans ce poème d'Edgar Poe, le corbeau incarne la mort, il se pose sur la fenêtre et il n'a qu'une seule phrase qu'il répète toujours, c'est « Nevermore », plus jamais. La mort, c'est cet irréversible au cœur de la vie. Ce qui fait que même des enfants tout petits peuvent avoir l'idée de la mort, parce qu'ils savent très bien que un déménagement, la fin des vacances, le fait que des parents divorcent, eh bien, c'est dans leur vie même quelque chose qui est de l'ordre de l'irréversible. Il y a du plus jamais dans les séparations que vivent les enfants. Et ce plus jamais, il est déjà, si je puis dire, de l'ordre de la mort, au sens fort du terme, parce que cet irréversible, nous n'y pouvons rien. C'est justement cet ordre du temps auquel on ne peut rien, sur lequel on n'a aucune prise.